Jon Snow en force dans cet épisode. Ça, c'est un truc qui me plaît. Hein, quand vraiment on se centre à fond sur un détail, même s'il y a d'autres choses à côté, mais qu'on passe vraiment du temps à développer un arc particulier. Et c'était très sympathique là. Donc ouais, on va faire l'arc de Jon Snow, sachant que Daenerys n'a pas d'arc dans cet épisode où il se rapproche donc du mur. Et avant d'en parler, je vais rapidement évoquer le petit passage de début avec Sam et Vert qui se dirigent vers le mur en se faisant un petit feu pour se préparer, etc. Et c'est mignon. Il y a ce côté très gentillet des personnages et qui ressort bien quand ils apprennent un peu à se découvrir, à se connaître un petit peu. Et j'avoue que c'était un bon petit moment. Pas grand chose de spécial à dire dessus, c'était juste très bien foutu, un petit moment de rapprochement très bien foutu. Bon, alors du côté de Jon Snow, il se rapproche de plus en plus du mur, et c'est là qu'on a une petite conversation entre Jon et Ygritte, qui donc lui parle en lui disant hey, j'ai un petit peu vu ton manège, t'es pas exactement de notre côté, quoi. T'as pas renié ton statut de corbac, hein. Mais je comprends que t'as ce sentiment de loyauté. Apparemment, c'est ton truc d'être loyal. Maintenant, voilà, je suis ta femme, hein, pas dans le sens femme, on est mariés, mais je suis un petit peu la femme qui t'appartient et toi, t'es un peu l'homme qui m'appartient. Et donc, on se doit avant tout d'être loyal l'un envers l'autre et là d'être assez d'accord là-dessus, Jon Snow. Il y a énormément de bons moments assez forts entre eux où ils se lancent des petites piques, où Jon Snow sourit de plus en plus aux petites piques qu'elle lui lance, que j'aime beaucoup, et c'est là qu'il se prépare donc à faire l'escalade du mur, parce que bon, ils vont pas passer par la grande porte, ils se feraient un petit peu repérer, et donc ouais, l'escalade se passe, et c'est impressionnant, hein. À nouveau, il y a vraiment des moments cinématographiques assez intenses dans cette série qu'on voit vraiment pas souvent dans ce genre d'œuvre et c'est vachement prenant quoi. Il y a cette tension lorsqu'il grimpe qui s'étend sur plusieurs morceaux quoi et on passe plusieurs minutes là-dessus et c'est vachement fortiche hein. Vachement tendu, vachement prenant et même un passage où j'étais vraiment accroché à mon siège, je me dis waouh, il y a le mur qui s'effrite un petit peu quoi et donc il y a une partie des grimpeurs qui tombent par terre hein, qui tombent à leur mort et où ils risquent vraiment de crever quoi. Les autres et ceux qui sont au-dessus d'eux, de Jon et de Ygritte, se disent merde, il va falloir qu'on coupe la corde, sinon on va tous crever. Et donc Jon se dit, il réagit le plus vite possible pour essayer de s'agripper avant qu'on coupe la corde. Et vraiment, ça joue à 2-3 fois rien près. C'est vachement prenant, vachement grippant. C'est le genre de truc que j'adore voir et c'est très bien rendu ici, quoi. Dans une série télé, je trouve que ça fait mais super bien. Voilà, donc ça renforce davantage le lien entre Ygritte et Jon Snow, surtout au moment où ils arrivent enfin à monter au sommet du mur. Hein. Ils sont plus que 4 apparemment avec le petit effondrement qui a eu lieu. Et ouais quoi, là ils peuvent pas s'empêcher de se rouler un bon gros patin après ce qu'ils ont vécu. Ce qui est compréhensible. C'est excellent moment, un excellent passage central parce que on s'étend là-dessus du début à la fin de l'épisode et c'était génial. J'ai adoré. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va parler de la chose qui me pose un léger souci par rapport au grand ordre de l'histoire, mais le moment en question est quand même vraiment bien foutu. Autour de Theon, hein, qui est toujours gardé captif par le mec qui s'était fait passer pour un soldat à ses côtés. Et ouais, il joue au jeu des devinettes avec lui, quoi. Il veut pas lui dire les réponses tout de suite, il est toujours super maltraité, etc. Voilà, on est à... Alors, je vois ce qu'ils essayent de faire et je pense que ça marche un tout petit peu pour moi. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous faire ressentir un peu de peine pour ce personnage en dépit des sales conneries qu'il a faites dans la saison 2. Et ouais, avec tout ce qui subit, on se dit, ouais, c'est un peu salaud de lui faire endurer tout ça. Mais quand même, j'ai pas oublié les saloperies qu'il a faites avant quand même. Hein. Je suis un peu partagé. Mais c'est le but. Donc c'est bien, c'est bien. Et ouais, donc Théon est un petit peu sous le coup de la panique et du défi qu'il lui a lancé le gars, auquel il n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire, soit tu devines où on est, qui je suis, pourquoi je te fais ça, soit je te coupe le petit doigt. Et donc, ouais, après quelques tâtonnements, il finit par savoir où ils sont, que ce type fait partie de la branche des Karstark. Karstark. À nouveau, j'ai pas très bien écrit Karstark.
Voilà, donc la famille dont j'avais parlé un petit peu avant, dont le mec a été exécuté dans l'épisode précédent. Et, et ouais, c'est bien d'appuyer le fait qu'ils sont un peu à l'encontre de Robb Stark et de son armée, mais il y a un truc qui me chiffonne par rapport à ça, et c'est ça qui me pose problème en fait. Je vais finir ça, donc voilà, c'est un fils Karstark, ses deux frères sont morts apparemment, hein, un tué par Jaime et l'autre au combat, et je sais pas, peut-être qu'il a d'autres frères, il a des tonnes de frères. Et en gros, quoi, s'ils sont pour les Karstark, ils sont un petit peu à l'encontre de Robb, surtout après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Seulement voilà, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ça a eu lieu bien après l'histoire de la reprise de Winterfell. Merde, il me semble même que la mort du fils Karstark qui a été tué par Jaime s'est produite après que le clan a envoyé ses 500 soldats pour libérer Winterfell. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé l'ordre d'aller libérer Winterfell, et c'est après qu'il y a eu la merde avec Jaime, qui a tué un des fils, et qu'il y a eu cette espèce de besoin de vengeance de plus en plus grimpant de la part des Karstark. Donc, je pige pas pourquoi ces 500 hommes, puisque là, on m'a un peu spoilé ça en commentaire à la fin de la saison 2. Quelqu'un qui apparemment supportait pas que je dise du mal de la chose, et pour moi, ça rend pas du tout, mais une seule seconde, cette scène beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérente. Je vais faire un gros aparté là-dessus tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Quelqu'un qui m'a un petit peu spoilé ça en disant mais tu sais, les 20 hommes n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas pu tuer tout le monde dans le coin à Winterfell. Alors déjà, qu'est-ce que je pourrais en savoir? Je sais pas combien il y a de personnes à Winterfell, je sais pas combien de temps ils ont pris pour se barrer, donc voilà. Et il a dit que on pourrait s'imaginer qu'il se serait rendu aux 500 hommes. Alors pourquoi on pourrait s'imaginer, hein, c'est toi qui me balance la réponse, hein. Merci, hein, tu me spoil carrément ce que ça veut dire déjà. Et ils ont fait ça pour pouvoir être épargnés. Et j'en sais rien, est-ce qu'ils ont été épargnés ou pas? Est-ce que l'on entendra à nouveau parler d'eux? Je sais pas, hein. Pour l'instant on verra peut-être. Et donc ouais, c'est grâce à ça que les 500 hommes ont mis la main sur Theon Greyjoy. Et ouais, après, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Robb Stark, pour une raison donc qui n'a même pas été, qui n'est pas censée être connue d'eux, je précise, hein, même pas quoi, je vois même pas pourquoi ils seraient à fond contre Robb Stark au moment précis, même s'ils savaient que Jaime avait tué un des leurs, là, un des Karstark, et que la Catelyn avait laissé s'échapper. Parce qu'ils savent que c'est pas Catelyn, mais Robb qui dirige, etc. Et que Robb a réagi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je vois pas pourquoi il serait contre Robb Stark à ce moment-là, c'est complètement stupide. Ah oui, c'est un gros problème pour moi, ça. Hein. Et donc, ouais, ils se disent, merde, on est contre Robb Stark, on va décimer tout le monde, apparemment. Parce que voilà, d'après ce que la personne m'a dit, hein, c'est eux, ces 500 soldats qui ont décimé tout le monde. Qui ont décimé tout le monde, sauf le maître qui est passé à travers leur filet pour une raison qui m'échappe, hein, parce qu'il est juste resté avec sa blessure qu'on a vu donner par l'un des 20 mecs. Donc ouais, il s'est caché je sais pas où, ou quoi que ce soit, et quand ils ont rasé totalement Winterfell, ils sont pas pensé une seule seconde à voir un petit peu ce qui se passait du côté de la crypte, qui est bien en vue, dans laquelle se cachait Bran et compagnie. Non, ils ont pas pensé à faire ça, hein, allez vous faire foutre, hein. C'est de la merde, hein, c'est de la merde, hein. C'est du foutage de gueule ce truc, hein. Ça change absolument rien à l'incohérence de ce passage, hein. Même si c'est les 500 soldats qui ont fait le coup, le fait que apparemment Bran et compagnie n'aient pas fait gaffe, soient restés cloîtrés ou je sais pas, c'est pas montré du tout, c'est pas du tout un temps qu'on peut clarifier jusqu'à présent, ça déjà c'est complètement ridicule, mais le fait que personne n'ait pensé acheter un œil là, mais c'est du gros foutage de gueule, hein, mais bien gras. Hein. Et ils ont laissé le maître dans son coin avec sa petite blessure en se disant merde. Ou alors ils sont pas allés à l'endroit où ils se trouvent parce que besoin scénaristique, c'est complètement débile, hein, ce passage est tout aussi con maintenant qu'on m'explique comment ça a fonctionné en détail, hein. Donc ces 500 hommes en fait c'était des connards contre Robb pour une raison qu'ils ne sont pas censés avoir tout de suite.
Et ils ont complètement survolé certains endroits de Winterfell, histoire que ça arrange le scénario. Hein. Et pendant ce temps-là, Bran et compagnie, ils ont fait gaffe à rien apparemment aussi. C'est du gros foutage de gueule, hein. Du gros putain de foutage de gueule, même avec l'explication un peu hautaine qu'on m'a donnée. Hein. Donc... Voilà, hein, c'est toujours aussi con, et c'est la plus grosse connerie de la série encore une fois. Voilà, la plus grosse connerie de la série. Mais maintenant qu'on a bien posé la situation et que maintenant les Karstark et les Stark sont vraiment un peu en conflit, la situation tout de suite a une certaine logique. C'est juste par rapport à avant, ce qui a été instauré avant, non, c'est complètement débile. Mais maintenant, tout de suite, c'est compréhensible. Cette situation, je suis dedans. C'est pour ça que ça me gêne pas énormément au sein de cet épisode même. Je le précise, mais dans ce qui était vu avant, c'est de la connerie. Hein. Vous ne me ferez pas démordre de ça, hein, c'est clair et net. Alors... Ouais, donc c'est un moment assez fort autour de Theon, en dépit de ça. On a aussi un moment un peu rapide autour de Bran, qui sert pas à grand chose une fois de plus. Vous avez absolument aucune idée de quoi faire du groupe de Bran, hein. Vraiment, hein, ils sont là, il y a un petit moment où Osha et la grande sœur de l'autre mec, là, de Newt, se fritent parce qu'elle se sac pas, mais ça se calme un petit peu lorsque Bran leur ordonne de se calmer. Et on finit par avoir une scène où... L'autre mec, Newt, donc l'appelle Newt, c'est pas son nom, hein, je m'en fous, sur le coup, on donne quasiment jamais son nom, merde. Donc ouais, il a un rêve prémonitoire, une vision dans son rêve, et ça, apparemment ça le fait un peu souffrir, et ouais, il découvre que Jon Snow est entouré d'ennemis. Voilà, c'est histoire d'apprendre à Bran que Jon Snow n'est pas au mur tout de suite, il n'est pas vraiment dans une position pour les aider. Ok, c'est un petit détail, quoi. Mais vraiment, vous y allez au compte-gouttes avec Bran, à un stade où je me dis, mais... si c'était pour faire ça, autant les avoir tués, en fin de compte, parce que vraiment, sur le coup, je me demande à quoi ils servent. Hein. Mais bon, c'est moi qui suis mauvaise langue, sans doute, qu'au bout d'un moment, ça servira à quelque chose. Et c'est pas comme si c'était une mauvaise scène. Ça faisait même une transition assez intelligente sur le passage autour de Jon Snow. J'ai apprécié, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est juste que... C'est juste que ça y va vraiment au compte-gouttes avec ce truc. J'ai le sentiment qu'il y a quasiment... doit y avoir genre 3 pages de livres à peine qui sont centrés sur Bran et sa petite compagnie dans ce que veut décrire cette saison 3, dans ce passage du bouquin de la saison 3. Et je me dis... vous essayez un petit peu trop d'étendre la chose pour pas grand-chose. Enfin bref, il y a aussi... puisqu'on parle de Theon, etc., Robb, qui donc doit rattraper un petit peu sa bourde d'avoir perdu les Karstark parce qu'il n'a pas écouté les conseils de ses proches. Une fois de plus, c'était pas très avisé de sa part, hein. Et ouais, maintenant, il doit renouer un lien avec les... Quoi, déjà, je sais plus, il y en a tellement de clans. Enfin, le clan qui lui avait proposé une fille pour se marier, histoire d'avoir plus de pouvoir, et il veut un petit peu rattraper le coup, et il y a les envoyés du maître en question qui viennent lui poser de nouveaux termes. Le premier terme, c'est des excuses officielles, plates, complètes, et Robb dit ok. Le second terme, c'est lui donner des terres à posséder dans le sud, et il dit ok, une fois que la guerre sera finie et quand on aura gagné, eh ben il les aura. Et le troisième, c'est que son oncle, hein, il faudra peut-être qu'un de ces quatre je connaisse son nom, puisqu'apparemment on veut lui donner pas mal d'importance à ce mec, que son oncle Gaffeur qui épouse une de ses filles à sa place. Hein, donc on change les fiançailles, mais il y aura toujours une de ses filles bien placée à ce type. Ok. Et ouais, il est un petit peu contre le gars parce que ouais, on le force à épouser une fille qu'il n'a même pas vue, qui ça se trouve sera même pas très jolie. Et ok, je le fais. Ça me fait chier, hein. C'était histoire de dire, on essaye de rebondir là-dessus, de faire en sorte de trouver une excuse pour comment garder un bon contact avec cela. Et j'avoue que ça a été plutôt bien géré en reprenant
ce qui a été mis en place. Du côté d'Arya, elle s'entraîne un peu aux côtés de la fraternité pour mieux tirer à l'arc, sachant qu'elle se débrouillait très bien avant, mais ouais, il faut qu'elle hésite moins, qu'elle mette moins de temps à tirer. Et ouais, c'est bien joli, mais le plus important, c'est que Mélisandre arrive et wouah, vous faites rencontrer des groupes de personnages. Mon Dieu. C'est extraordinaire, dites donc. Putain, ça me manque ça. Ça manque d'avoir tous ces personnages regroupés un petit peu. Et donc c'est cool de voir un regroupement de personnages. Puis c'est un petit peu logique puisqu'ils ont le même groupe, le même maître de la lumière. Voilà, Mélisandre a le même maître que Tauros. Et c'est en partie pour ça qu'elle vient. Hein, en partie. C'est-à-dire qu'elle vient voir un petit peu ce qu'il a fait dans son coin, Tauros, en examinant l'or de Péris, qui a été ressuscité par 6 fois, hein, donc c'est un petit peu étonnant de sa part. Apparemment, le maître de la lumière a quelque chose de prévu pour lui, semble-t-il. Et ouais, il y a quelque chose qui je trouve intéressant par rapport à ça, car cette espèce de divinité qu'ils suivent est encore assez floue, même s'ils ont l'air de bien s'y connaître, hein, Mélisandre et Tauros un petit peu, et je reste sur mon impression que doit y avoir un lien avec les marcheurs blancs. Alors, si ça se trouve, je me plante royalement, hein, ce ne sera pas la première fois, mais ouais, je pense que ça doit avoir un lien avec les marcheurs blancs, et que si ils mettent ça en place, si ils font en sorte, par exemple, que Stannis ait la possibilité d'avoir plus de troupes, puisse se soulever un peu plus, et et qu'il y ait une fraternité qui puisse se soulever un petit peu contre l'armée, enfin contre les Lannister et d'autres du coin, c'est pour faire perdurer les conflits de façon à ce que le pays ne fasse pas gaffe à l'arrivée des marcheurs blancs, n'y pense même pas une seule seconde. Je pense qu'il doit y avoir ça, je pense que c'est cette raison, pour cette raison que le maître de la lumière accorde ses pouvoirs à ces camps-là. Ce qui me semble en tout cas. Si ça se trouve, je me plante royalement, une fois de plus, nous verrons quand il y aura la réponse à ça, mais il me semble que ça doit être ça. C'est très intéressant, mais bon, la raison principale pour laquelle elle est là, Mélisandre, c'est parce que, comme elle l'a dit, elle a besoin de sang royal. Et le sang royal en question, ce sera Gendry. Et oui, il faut pas oublier que Gendry était un bâtard du roi. C'est vrai, j'ai failli oublier ça. Et ouais, c'était très intelligent de rebondir là-dessus, une fois de plus, et de faire en sorte que Mélisandre paye pour avoir Gendry et l'emmener au royaume de Stannis, de façon à ce qu'il puisse utiliser son sang royal pour faire je ne sais quel sortilège. Une fois de plus, il y a certaines conditions un petit peu en scénarium pour que les choses fonctionnent comme ils le veulent d'après cette religion, mais... Ok, vous savez quoi, moi ça passe bien, et puis ça jongle très bien avec le statut de Gendry qui avait été instauré dès la saison 1. J'ai bien apprécié ça. Et elle n'est pas trop contente, Arya, hein, qu'il se fasse emmener comme ça. Gendry n'est pas très content parce qu'il pensait qu'il pouvait être avec la fraternité. Il y a un lien avec eux, mais non en fait. Arya n'est pas contente non plus, et je sais pas, est-ce qu'elle va être rendue à robe au bout d'un moment, ou est-ce qu'elle va vouloir se barrer pour faire chier la fraternité, vu qu'ils l'ont un petit peu déçu, je ne sais pas. Mais voilà, c'était bien de faire ce lien, quoi, de dire, ouais, ce maître de la lumière, il touche plusieurs personnes, ce serait bien de faire se rencontrer ces personnes. J'ai beaucoup apprécié ça. Il reste donc à voir une fois de plus du côté de Port-Réal, où va y avoir donc ces préparatifs de mariage que Tywin a engagés à la fin de l'épisode précédent, qui se mettront en place. Déjà, il discute un petit peu avec la grand-mère Tyrell, et qui ne se laisse pas faire, mais qui finit par concéder après un petit peu de joute verbale assez forte. J'avoue, on voit l'expérience des deux personnages, et ouais, qu'ils ont vécu beaucoup de choses, et qu'ils ont vraiment un côté intellectuel réfléchi très fort. Et en dépit du fait qu'elle a vraiment de très bonnes réparties, la grand-mère Tyrell, elle finit par concéder lorsque Tywin montre un petit peu son pouvoir et lui envoie un petit ultimatum. Soit Loras épouse ma fille Cersei, soit je le mets en chef de garde, et donc il fera vœu de chasteté, hein, enfin pas de chasteté, de célibat ou un truc comme ça, et donc il pourra pas reproduire le nom de la famille, et le seul héritage, les seuls héritiers que vous aurez, ce sera entre Geoffrey et Marjorie. Ce sera donc des Lannister et pas vraiment des Tyrell. Vous l'aurez dans l'os si c'est comme ça. Donc, elle est un petit peu forcée de le faire. On voit vraiment le côté très manipulateur et très réfléchi de Tywin, hein.
Je comprends pourquoi beaucoup de gens l'adorent. Au début, il payait pas trop de mine, je trouvais, dans la saison 1, mais au fur et à mesure, dans la saison 2 et dans cette saison 3, qu'on apprend à le connaître, punaise, et il montre vraiment son expérience et sa réflexion. Hein, et ce qui fait que c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup. Hein. C'est pas vraiment un enfant de cœur, c'est pas vraiment quelqu'un de très sympa, mais il y a quelque chose d'assez admirable dans sa confiance, que j'aime bien. En tout cas, ouais, c'est ça qui va amener à ce que les unions se forment. Sansa va très mal le prendre, en dépit du fait qu'on la voit rapidement avoir un petit dialogue avec Loras alors qu'ils croient encore qu'ils sont promis l'un à l'autre. Mais après, Tyrion va être obligé de lui annoncer la nouvelle devant Shae, qui est toujours sa suivante, histoire de rappeler qu'elle existe, parce qu'une fois de plus, elle serait pas là, ce serait pareil pour moi. Et ouais, chaque personne de nos deux futurs couples en devient un petit peu malheureux, hein. Ah, c'est pas sympa pour eux, hein, pas très sympa pour eux. On a une conversation entre Cersei et Tyrion qui mettent un peu enfin les choses au clair par rapport à cette tentative d'assassinat dans l'épisode 9 de la saison 2. Et c'est un léger problème par rapport à ce qu'on a voulu instaurer à la fin de la saison 2. Comme quoi Tyrion met ça sur le tapis. Est-ce que t'as vraiment voulu me faire tuer? Et c'est là qu'il évoque que en fait il y a que deux personnes qui peuvent ordonner à quelqu'un du manteau d'or quelque chose comme ça, soit toi, soit Geoffrey. Il le dit pas sous ces termes-là, on le devine assez facilement. Et au bout d'un moment, quand il finit par comprendre que ça doit pas être elle, c'est forcément Geoffrey. Et ouais, il se dit, ah oui, je comprends pourquoi il voulait me tuer, j'étais le seul un petit peu à lui tenir tête, mais Cersei rassure en disant, ah, maintenant que papa est là, c'est bon, il se calmera un petit peu à ce niveau-là. Et c'est juste le gros problème que j'ai avec ça. Pourquoi vous avez voulu créer un conflit direct entre ces deux-là, avec cette espèce de conclusion hâtive, comme quoi ça doit être forcément Cersei qui a dû commander cet assassinat, alors qu'en fin de compte, dès le départ, on aurait pu se dire, ouais, c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est soit Cersei, soit Geoffrey. Mais non, pendant plusieurs épisodes, vous avez émis la seule possibilité que c'était Cersei. Varys a dit, ah, ça doit forcément être Cersei. Et pendant plusieurs épisodes, il s'est dit, ah, est-ce que c'est vraiment Cersei? Et puis, à aucun moment donné, on ne dit que Geoffrey est une possibilité. C'est que dans cet épisode qu'on le dit. Alors que, d'après les dires de Tyrion, il n'y avait que deux personnes capables de faire ça, Cersei ou Geoffrey. Pourquoi Geoffrey ne vient en option que dans cet épisode, merde? Alors, c'est comme pour le passage avec Theon, c'est-à-dire que, en soi, la scène est très bien au sein de cet épisode, c'est juste par rapport à ce qui était instauré avant, cette espèce de conflit, ce truc qu'on a fait durer autant de temps, pour en fin de compte avoir une réponse simple et directe, qui va très bien, quoi. Ce moment est très bien, mais ce qu'on a fait, cette espèce de conflit à la con où il a cru pendant plusieurs épisodes que c'était Cersei qui avait exigé sa mort, putain, ça servait à que dalle. C'était du conflit foireux, forcé pour rien. Vous auriez juste pu faire en sorte qu'il sache qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, qu'on a voulu le faire assassiner, et que, ouais, vu la personne qui l'a fait, il y avait que deux options, et merde, quoi. Pas forcément Cersei. C'est le détail. C'est le détail qui me gêne un petit peu. Mais pas au sein de cet épisode. C'est plutôt dans ce qui s'est instauré durant les épisodes précédents, quoi. Voilà, c'est un détail, c'est pas grave. Et ça se termine cet épisode sur Varys et Baelish qui viennent un petit peu discuter en se rendant compte de la supériorité de Baelish dans le conflit un petit peu indirect qui se sont lancés lorsque Varys a voulu le prendre à revers avec le mariage entre Sansa et Loras, mais que Baelish a su réagir en annulant ce mariage et en créant d'autres, en se mettant davantage les Lannister dans sa poche. Et où il y a vraiment une discussion sur le pouvoir, ce que ça signifie, etc. Et les intérêts différents des deux autres. On voit une fois de plus le respect. J'adore ces deux personnages. Je suis vraiment content qu'on insiste aussi souvent sur ces deux-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre ces deux-là. Et c'est là qu'on finit par découvrir que Ross, l'informatrice de Varys qui travaillait un petit peu dans l'ombre pour lui, et ben en fin de compte il a été repéré par Baelish et il s'est servi d'elle comme il l'avait promis à la fin de la saison 1 me semble-t-il, lorsque
lorsqu'il jugeait qu'une de ses filles ne lui était plus assez utile, ne la satisfaisait pas, eh ben il n'hésitait pas à la vendre pour qu'on fasse des expérimentations sur elle. Hein, ça lui est déjà arrivé, hein, il a déjà fait ça, et ben il a fait la même chose pour Ross. Alors la personne en question qui voulait faire des expérimentations, c'était Geoffrey. Voilà, je veux dire, c'est un sadique, mais à un stade irrécupérable, ce mec, quoi. C'est pas juste voir une femme souffrir, c'est carrément la buter. Carrément. Voilà, parce que là, il a payé Ross pour s'en servir de cible. Et voilà, il a utilisé son arbalète pour la buter. Ouais. Un roi méritant, une fois de plus. Et ouais, donc, pauvre Ross, elle termine comme ça. Et j'ai un peu de peine pour elle, en dépit du fait, une fois de plus, qu'on passe vraiment très peu de temps là-dessus. C'est super expédié. Mais bon, la mise en scène avait quand même pas mal de poids dans le côté assez affreux de la chose, de ce qui lui est arrivé, pour que j'arrive à ressentir un peu de peine pour elle. Déjà, c'est mieux que pour certains autres personnages secondaires qui crevaient en deux temps trois mouvements, j'avoue. Voilà, un autre personnage secondaire qui finit par crever. Euh, C'était un excellent épisode. Je veux dire, j'ai des petits problèmes par rapport à ce qui a été instauré avant, mais c'est pas au sein de cet épisode-là. C'est-à-dire que c'est la grossièreté de ce qui a été fait avant qui retransparaît plus par rapport aux scènes qu'on voit, mais c'est pas les scènes en elles-mêmes qui posent problème. En dehors de ça, j'ai aucun problème avec cet épisode. À peu de choses près, j'ai trouvé qu'il était mené de main de maître sur la plupart de ces scènes. Les interactions, les manipulations, les machinations, j'ai trouvé ça nickel. Deux excellents épisodes à la suite. J'espère que ça se poursuivra comme ça. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.